Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à vous et bienvenue dans Vos Animaux. Je suis ravie de vous retrouver. Alors au programme aujourd'hui, le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce matin avec aussi des chiens et des chats. Ils ont eux aussi le droit à leur concours. Alexandre Balzer, qui est le président de la Société Centrale Canine, et son homologue côté félin, Fabrice Calmès, président du livre officiel des origines félines, nous en diront plus. Le grand retour des cigognes, voilà le thème de notre séquence à l'état sauvage, car chaque année, dès les premières semaines du mois de janvier jusqu'à mars, les cigognes blanches regagnent leur nid sur notre territoire. Mais savez-vous que certaines ne migrent pas et qu'il existe aussi des cigognes noires? C'est Nicolas Gendre, responsable du projet Cigogne à la Ligue de protection des oiseaux, qui nous l'expliquera. Enfin, dans C'est votre histoire, nous découvrirons celle de Patricia Descours. Patricia est passionnée par des camélidés, des lamas et des alpagas. Et vous verrez qu'il s'agit là d'animaux de compagnie fort attachants qui séduisent de plus en plus. 0826 300 300, à tout de suite. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et dans Vos Animaux et vous, ce matin sur l'antenne de Sud Radio, nous allons parler du salon de l'agriculture, mais version animaux de compagnie. Bonjour Alexandre Balzer. Bonjour. Merci Alexandre d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio. Vous êtes président de la Société Centrale Canine. Avec vous, nous allons bien sûr parler de tous les chiens présents au salon, car il y en aura beaucoup. Et bonjour également à Fabrice Calmès. Bonjour à toutes et à tous. Fabrice, merci à vous aussi d'avoir accepté mon invitation alors que c'est le grand jour, l'ouverture du salon de l'agriculture. Vous êtes le président du livre officiel des origines félines, le LOF tout simplement. Fabrice, avec vous, nous allons parler des nombreux chats présents sur le salon. Tiens, commençons par les chats puisqu'il s'agit de l'animal de compagnie préféré des Français. Combien de chats seront présents sur ce salon de l'agriculture ? Alors, sur toute la période, oui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 mars. Dimanche prochain, voilà, nous aurons grosso modo 280 chats présents. Ils sont sélectionnés. Ce sont des chats de race qui ont fait tout un parcours dont on pourra parler là, lors de cet entretien. Donc 280 chats et des races qui seront présentes spécialement certains jours. Aujourd'hui notamment, nous avons les Maine Coon, les Abyssins, les Somalis et peut-être des Ossicates. Combien de races au total seront présentes sur le salon ? Une quarantaine de races sur les 72 races que nous reconnaissons au LOF. Parfait. Côté chien, Alexandre Balzer, combien de chiens présents sur cette dizaine de jours du Salon de l'Agriculture ? Eh bien, on aura près de 1000 chiens qui seront présents pendant cette semaine du Salon de l'Agriculture. Ça représente 230 races. Et à peu près 600 éleveurs. Donc voilà, il y a certains éleveurs qui viendront avec plusieurs chiens. Donc il y a à peu près 600 éleveurs sur place pour 1000 chiens. Alors évidemment, le salon de l'agriculture, c'est toujours un temps fort. C'est un temps fort pour nos agriculteurs et pour la ruralité, mais c'est aussi un temps fort pour les éleveurs d'animaux de compagnie, les éleveurs de chiens, les éleveurs de chats. Comment se passe la présentation des animaux sur le salon ? On a bien compris qu'il s'agissait d'animaux de race qui ont été sélectionnés. Qui vient exposer sur ce salon de l'agriculture ? On va commencer avec vous, Alexandre, et nos amis les chiens. Eh bien, les chiens, en fait, pour chaque race, il y a ce qu'on appelle des rassemblements, des nationales d'élevage, c'est-à-dire que dans chaque race, on prend les meilleurs sujets et on va sortir le meilleur mâle, la meilleure femelle et parfois le meilleur chien de travail. Et ces trois chiens-là vont aller représenter la race au salon de l'agriculture. L'ensemble des 350 races sont classées en 10 groupes en France et dans le monde. Et chaque jour, il y aura un groupe. Donc chaque jour, vous avez à peu près une vingtaine de races qui sont représentées, avec pour chaque race le meilleur chien de la race. Vous êtes en train de nous expliquer, Alexandre Balzer, que les chiens que nous allons pouvoir découvrir sur ce salon de l'agriculture à partir de ce matin sont les plus beaux chiens de leur catégorie. Exactement. Et chaque jour, on va sortir les 3 plus beaux chiens et surtout le plus beau chien du groupe pour que le dernier jour du salon, le dimanche, ce sera la finale où là, on sortira le meilleur chien parmi toutes les races. Donc effectivement, chaque jour, on ne voit pas toutes les races. Il n'y a que certaines races qui sont représentées par jour, les races du groupe. Donc évidemment, pour les éleveurs, c'est un rendez-vous absolument incontournable avec un titre
au bout, le titre du meilleur chien du salon? Eh bien, c'est le concours général agricole, donc c'est le meilleur chien du concours général agricole canin. Et c'est l'aboutissement d'un gros travail d'élevage, un travail sérieux, attentif, long, très souvent, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, pour avoir déjà le meilleur chien de la race, et après de pouvoir être le meilleur chien parmi toutes les races. Qu'est-ce que donc, ça représente pour un éleveur d'obtenir ce titre? C'est surtout une très très grande reconnaissance d'un travail admirable qui s'est fait sur plusieurs années. Oui, ça peut augmenter un petit peu les ventes de cet élevage parce que évidemment c'est un élevage reconnu. Ça va peut-être aussi favoriser la vente de saillies, mais ça c'est anecdotique. C'est surtout la reconnaissance d'un énorme travail. Alors justement, ça tombe bien de parler des animaux de race et on va voir après avec votre homologue Fabrice Calmès la version chat de ce concours général agricole. Mais d'abord avec vous, Alexandre Balzer, parfois on peut décrier un peu le travail des éleveurs alors que les éleveurs font vraiment un travail essentiel sur la préservation des races, sur leur amélioration. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique extrêmement éthique par rapport à l'élevage. Bien sûr, le travail des éleveurs est fondamental et formidable parce que même lorsqu'on achète un chien dit bâtard, un petit croisé, eh bien il est en bonne santé parce qu'à l'origine vous avez des chiens de race qui sont en bonne santé et ça c'est tout le travail des éleveurs de faire des beaux et des bons chiens. Et cette année, en 2021, l'année dernière, on a franchi la barre des 250 000 naissances de chiens de race. Et ça, c'est extrêmement important. La France est le 3e pays au monde qui compte le plus de chiens de race, derrière la Russie et le Japon. Et c'est bien la force du chien de race, c'est justement de promouvoir un chien en bonne santé et surtout de garder cette diversité, de garder nos 350 races, de la plus petite, le Chihuahua, jusqu'au plus grand, le Léonberg, le Terre-Neuve, etc. Ils seront bien sûr tous représentés sur ce salon de l'agriculture, mais quelles sont les 3 races préférées des Français, les 3 races qui ont le plus la cote en ce moment? Alors, chaque année, la Société centrale canine répertorie toutes les naissances qu'il y a eu. Et bien, les chiens préférés des Français à la première place, et ça c'est nouveau, avec plus de 20 000 naissances, c'est le berger australien. Oui. À la 2e place, nous avons le Golden Retriever, et à la 3e place, les bergers belges, en particulier le Malinois, qui est très célèbre et très plébiscité. Version chat, comment ça va se passer, Fabrice Calmès? Parce que eux aussi vont avoir leur concours. Là encore, on va rencontrer les plus beaux chats de France. Expliquez-nous ce concours des chats. Alors, nos chats sont recrutés suivant le système de qualification des reproducteurs. Donc, ce sont tous des chats, bien évidemment, à pédigré. Pour reprendre un équivalent de ce que disait Alexandre, nous sommes arrivés maintenant à 60 000 éditions, à éditer 60 000 pédigrés par an. C'est un très beau chiffre également pour le chat de race. Donc, les chats qui seront là présents ont un pédigré, ils sont conformes aux standards, ils ont fait des concours de beauté, ils ont surtout, et ça c'est très important, ils ont surtout produit tous les tests qui sont importants pour les différentes races qui pourraient déclencher des maladies, et donc ils sont tous sains de ces différentes maladies qu'ils pourraient obtenir. Oui, ça fait aussi partie du travail des éleveurs de sortir de la reproduction des animaux qui sont porteurs de maladies pour faire en sorte que les animaux qu'on reproduit soient les plus sains possibles. Voilà, on a identifié effectivement, comme vous le disiez, Natacha, on a identifié un certain nombre de maladies potentiellement, qui pourraient potentiellement atteindre un certain nombre de races, et celles-ci, et les chats qui sont présentés là, mais ils sont absolument sains. Ils ont aussi, on va aussi donner des points sur leur descendance, c'est-à-dire que le chat va être recommandé et puis il va être élite A ou élite B, suivant effectivement sa descendance, qui est important aussi, et sa descendance s'inscrit dans ce même système de qualification des reproducteurs, avec les mêmes exigences. En fait, nous sommes vraiment sur un élevage responsable. Vous le disiez tout à l'heure, il est très important que les éleveurs connaissent effectivement tous les points qui sont importants de travailler, à la fois la santé, la beauté et le comportement. Comment se passent les concours de beauté, on peut dire ça comme ça, je pense, pour les chats? Qu'est-ce que le public va voir? Comment ça va se dérouler concrètement au fil des journées de ce salon de l'agriculture?
Alors ça se passe chez nous pour les chats en 2 temps. On va avoir l'appréciation par notre jury qui est composé de 2 juges LOF internationaux et puis d'un zootechnicien. Ça se passe en espace clos avec une première délibération. Encore une fois, on va définir meilleur mâle, meilleure femelle. Là aujourd'hui, Maine Coon, comme on disait, meilleur mâle, meilleure femelle et puis meilleur de race. Mais ça c'est fait d'abord en espace clos de telle sorte qu'on puisse délibérer et puis dans la foulée des différents résultats qui apparaissent au fil de la journée, on va le présenter au public sur le grand ring. D'accord. Comment on présente un chat au public? Parce que le chien, on voit bien, il défile à côté de son maître, en laisse. Mais alors le chat, comment ça se présente? Alors, les chats sont présentés effectivement par leurs éleveurs sur ce qu'on appelle des manches debout. C'est des chats qui sont effectivement habitués au concours, qui sont pas du tout stressés par ce type de manifestation. Et donc, si ils sont tenus à la main ou éventuellement avec une laisse pour qu'on soit totalement sûr qu'ils ne s'échappent pas, ils sont tenus à la main et puis ils sont présentés sur des manches debout. Il n'y a pas de parcours, si vous voulez, simplement présenter sur une table. Voilà. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui vont venir visiter ce salon de l'agriculture au cours des 10 jours du salon, si certains d'entre eux souhaitent faire l'acquisition d'un chiot ou d'un chaton, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut acheter un animal sur le salon ou est-ce que c'est simplement une découverte des races et une prise de contact avec les éleveurs? On va rester avec vous, Fabrice, et puis après on demandera aussi à Alexandre pour la version chien. Alors, pour nous, pour les chats de race, il ne s'agit pas du tout d'un espace de vente. Il y a des contacts qui peuvent bien évidemment être pris avec les éleveurs, mais ça reste de la main à la main. Il n'y a pas de promotion directe qui sont faites des différents élevages. Ça reste extrêmement discret. On est vraiment sur une présentation, sur une valorisation du travail des races. Et puis, bien entendu, on n'empêche pas les visiteurs de se rapprocher des éleveurs, de discuter avec eux, de choisir une race, d'en voir les avantages et les inconvénients. Mais ce salon, pour nous, n'est pas un espace de vente, c'est bien un espace de promotion de nos races, de promotion du travail des éleveurs. C'est important de le préciser parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte et peuvent se dire je vais aller au salon et puis je vais repartir avec un château ou avec un chiot. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Fabrice, quel conseil pouvez-vous donner à nos auditeurs qui souhaitent à l'avenir faire l'acquisition d'un chat? Comment choisir le chat qui nous convient le mieux? Alors, plusieurs choses. Comme on le sait, et puis au travers des lois qui vont prendre force rapidement, notamment sur la maltraitance animale, la première chose, c'est pas d'achat d'impulsion. On ne craque pas sur un chat lorsqu'on visite un salon. C'est une évidence, mais c'est toujours bien de le rappeler quand même. Il faut absolument le rappeler, c'est la première chose. Pas d'achat d'impulsion. On réfléchit, et d'ailleurs, le législateur est en train d'inscrire effectivement dans les textes des mesures qui feront que le futur acquéreur ou le futur adoptant va devoir avoir une formation minimale pour pouvoir détenir un animal de compagnie, un chien ou un chat. Donc tout ça est en train de se mettre en place effectivement avec le ministère de l'Agriculture et puis avec ensuite des décisions du Parlement. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on va faire, savoir si on peut, dans l'espace dont on dispose, pour pouvoir détenir un chat. Et puis, comme vous le savez, nos 70 races n'ont pas toutes le même caractère, n'ont pas tous les mêmes besoins. On a des chats qui s'adaptent plus à un style de vie qu'à un autre. On a un persan qui est un peu plus calme, effectivement, qu'un bengale ou qu'un siamois. Donc après, c'est effectivement déjà le coup de foudre et puis surtout l'adaptation au style de vie qui va être offert à l'animal. Même question que celle que j'ai posée à Alexandre Balzer. Quels sont les chats préférés des Français aujourd'hui en termes de race? Ah, les chats, oui. Alors pour les chats, on a toujours notre trio de tête. Alors très en avant de tous les autres, on a le Maine Coon. Et puis donc le Maine Coon, je le rappelle, qui sera visible justement aujourd'hui au salon. C'est aujourd'hui au salon, voilà. On a une Maine Coon et puis après, dans un mouchoir de poche, on a d'autres races. On a les British, on a les Bengales, on a les Persans, on a toute une série de races. Mais véritablement, comment vous expliquez cet engouement pour le Maine Coon? Alors c'est vrai qu'il s'agit d'un chat absolument magnifique, mais il y a d'autres chats très très beaux.
Alors c'est ce côté, dans ce que nous disent les gens qui l'apprécient et les éleveurs, c'est ce côté grand chat, c'est-à-dire extrêmement, c'est le plus grand chat, hein, par sa taille, et puis son comportement est absolument délicieux. Il s'adapte à toutes les situations, il est patibulaire. C'est un chat qui effectivement présente cette caractéristique d'être à la fois, il reste, j'allais dire, il reste quelque part chat de maison, mais avec une morphologie absolument extraordinaire au niveau de la puissance, au niveau de la taille. Un grand félin, mais en même temps un gros câlin, quoi. C'est exactement ça, avec ce museau très marqué qui fait tête de lion, avec cette très très belle collerette, ça plaît énormément. Et je dois dire que les éleveurs travaillent très 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 bien cette race, et on a aujourd'hui de superbes sujets au salon. Alexandre Balzer, quelle est l'importance d'être présent comme ça au salon de l'agriculture quand on représente tout l'élevage canin de France ? Eh bien, le salon d'agriculture représente une formidable vitrine pour nos races de chiens, pour toute la diversité des races et du patrimoine canin en France. Et puis, c'est une très belle vitrine aussi pour tous nos éleveurs, pour montrer le travail admirable qu'ils font. Aujourd'hui, c'est le groupe 1, c'est-à-dire les chiens de berger et de bouvier. Donc c'est avec des démonstrations vraiment, parce qu'on a bien compris comment se passait la présentation des chats. Pour les chiens, c'est un peu différent quand même. Alors oui, il y a régulièrement des démonstrations qui vont se faire sur le ring, et puis et après pour la présentation du chien, effectivement là c'est vraiment le chien en mouvement, c'est-à-dire que tous les chiens de la journée rentrent sur le ring, c'est-à-dire sur l'espace où ils vont être présentés, et puis ils vont d'abord être regardés dans leur intégralité, et puis après un par un, et il y a toujours effectivement un moment où ils doivent marcher un aller-retour puis le tour du ring, ce qui permet déjà de voir comment ils se déplacent, et puis au public de pouvoir apprécier les foulées, et puis de voir d'ailleurs qu'il y a d'énormes différences entre les races dans la démarche, dans le gabarit. Et j'entendais tout à l'heure, est-ce qu'il y a de la vente ? Non, nous non plus, il n'y a absolument pas de vente. Ce n'est que de voir les chiens. Effectivement, on peut prendre contact avec des éleveurs, puisque forcément ceux qui les montrent, ce sont bien des éleveurs. Les éleveurs d'ailleurs, Alexandre Balzer, sont des professionnels ou ce sont des gens qui ont un autre métier et qui font de l'élevage par passion ? Il y a les deux. Il y a des professionnels qui en vivent intégralement, et puis il y a d'autres qui ont un autre métier et que c'est simplement un complément ou simplement une passion d'élever une race de chien. Il y a des races qui se vendent quasiment pas, qui sont confidentielles. Il y a 20 naissances par an. Eh bien, forcément, ces races-là, vous ne les faites pas parce que vous voulez gagner de l'argent. Vous le faites parce que c'est la race de cœur et que vous essayez de la développer. Quel conseil, même question que tout à l'heure pour les chats, quel conseil pouvez-vous donner aux gens qui ont envie de faire l'acquisition d'un chien de race, mais qui ne savent pas trop par quel bout prendre la chose ? Eh bien, ils peuvent aller directement sur le site internet de la Société Centrale Canine, où il y a l'explication de toutes les races. Vous trouverez une fiche pour chaque race pour bien comprendre le comportement, les besoins de l'animal. Hein. L'animal, c'est pas un jouet, c'est pas un meuble que l'on place à un endroit et qui ne bouge pas. C'est plus compliqué d'avoir dans une petite surface un chien de berger qui demande de l'exercice. C'est sûr. Voilà, et un Terre-Neuve de 80 kilos, c'est plus compliqué à avoir dans un studio, même si c'est faisable, mais il faut adapter son mode de vie et qu'il soit adaptable aussi aux besoins du chien. Donc c'est bien se renseigner sur les caractéristiques, sur les besoins, et là le mieux c'est d'aller rencontrer directement des éleveurs et puis de voir avec eux. Ils sont parfaitement au courant des exigences de leur race, et le salon est une bonne image parce que on peut voir plein de races et se dire tiens, celle-ci j'y avais pas pensé, je la trouve magnifique, et je vais aller voir l'éleveur pour discuter avec lui pour voir si c'est compatible avec mon mode de vie. Et côté chat, comment on se renseigne ? Il y a également des informations sur votre site internet, Fabrice ? Alors, effectivement, aussi sur notre site internet, sur le salon, pour tous les visiteurs qui viendront sur cette semaine, nous délivrons des fiches sur toutes les races qui sont à disposition du public, donc effectivement de telle sorte que, comme le disait Alexandre, on peut bien voir quels sont les besoins de telle race, et on peut voir si ça convient. J'oubliais tout à l'heure simplement aussi une race qui est très 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 recherchée ou très très attendue et qu'on verra mardi, c'est le Sacré de Birmanie. C'est aussi une race qui est
très voilà, qui est dans le top 3 de nos chats de race. Mais effectivement, nous, comme pour Alexandre, ce qu'il disait, nous sommes là c'est un espace de promotion du chat de race, c'est de l'information qu'on va délivrer effectivement sur le bien-être animal, surtout voilà, on est au cœur du sujet actuellement. On va vraiment indiquer voilà comment répondre aux besoins. On va éviter, et on y travaille effectivement avec la canine, on va éviter tous ces achats d'impulsion qui font qui finissent mal, des animaux qui finissent mal et qui font des animaux rejetés ou qui se retrouvent en refuge. Donc effectivement, on va être très très attentif sur l'information, sur la formation. Le LOF est aussi un organisme qui forme les éleveurs. Nos éleveurs sont tous. On a bien compris le caractère très sérieux finalement de ces professionnels et passionnés, parce qu'ils sont les deux à la fois, qu'ils soient éleveurs de chiens ou de chats. Merci à vous deux, merci Alexandre Balzer en tant que président de la Société Centrale Canine d'avoir été présent ce matin sur l'antenne de Sud Radio, et merci à Fabrice Calmès qui est le président du livre officiel des origines félines. Je vous souhaite bien sûr un bon salon et j'invite tous les passionnés d'animaux à se rendre sur ce salon de l'agriculture pour aller découvrir les animaux de ferme, mais pas seulement. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler des cigognes. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente Sud Radio Vos Animaux, Natacha Harry. Bon samedi matin à tous, merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes. Tout à l'heure, il sera question de petits camélidés extrêmement attachants. On parlera des lamas et des alpagas. Mais tout de suite, on va s'intéresser aux cigognes dans notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Bonjour Nicolas Gendre, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Oui, bonjour. Vous êtes le référent cigogne blanche pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et vous êtes également coordinateur national du réseau Cigogne Noire. Voilà, le cadre est posé. On a bien compris que vous étiez un spécialiste et amateur de cigognes, grand passionné même, pourrais-je dire. En France, nous avons 2 espèces de cigognes. C'est bien ça, Nicolas ? C'est bien ça, nous avons l'espèce la plus commune qui est la cigogne blanche, qui est bien visible, qui peut nicher aussi bien sur des toits de maisons ou des cheminées, mais aussi dans les arbres ou sur les lignes électriques. Et puis une espèce qui est beaucoup plus rare, qu'on voit plutôt peu, puisqu'elle niche dans les bois, et c'est la cigogne noire, et qui est beaucoup plus rare. Voilà. Est-ce que, puisque vous nous parlez d'une espèce bien présente, la blanche, et une plus rare, la noire, est-ce qu'on a une idée des effectifs de cigognes en France ? Est-ce qu'on a été capable de les recenser ? Alors, pour la cigogne blanche, on est plutôt pour l'instant au stade des estimations. On a lancé, pour être tout à fait transparent, une enquête en 2021-2022, là, une petite enquête qui va nous permettre d'apporter des chiffres plus récents. Mais on va dire globalement, là, la dernière estimation qu'on a fait sur la cigogne blanche, c'est à peu près, c'était autour de 4500 couples estimés. Donc voilà, c'est une estimation. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour la cigogne noire, en fait, on a un suivi très précis, puisque c'est une espèce qui est très rare. On ne connaît pas par contre tous les nids, mais en 2021, on a pu suivre avec le réseau cigogne noire qu'on coordonne avec l'Office national des forêts 75 nids dans 26 départements. Donc on voit bien la différence entre les deux espèces. Oui, effectivement. Ces cigognes, les blanches, les noires, sont-elles présentes sur l'ensemble du territoire national ? Alors, métropolitain, faut-il le préciser. La cigogne blanche, on va dire qu'elle est quand même plutôt bien présente dans, je sais pas, j'allais dire plus de 75% de la France, et ça progresse petit à petit. Il y a quelques départements, et notamment, on va dire plutôt les zones de montagne, etc., où elles sont pas présentes, puisqu'il leur faut des zones humides, des marais ou des rivières. Donc le long des cours d'eau, on peut en trouver. Mais globalement, voilà, c'est quand même une espèce
qu'on voit assez régulièrement et par contre en migration on la trouve partout puisque les cigognes migrent à peu près partout en France. Donc entre les oiseaux de France et les oiseaux étrangers, voilà, on arrive à en voir partout. La cigogne noire, elle, par contre, elle est beaucoup plus rare et surtout elle est présente dans le grand quart nord-est de la France et il y a 2 régions, on va dire, essentielles pour l'espèce. C'est la région Grand Est et puis qui va abriter au moins plus de 30 nids, quoi. Donc ça veut dire on va dire pratiquement 50% de l'effectif. Et la région Bourgogne-Franche-Comté en deuxième position. Et par contre, depuis 2 ans, et notamment l'an dernier, on est en train de voir, en fait, grâce à la connaissance, que la région Centre-Val de Loire est en train de progresser et on a quasi tous les départements maintenant qui ont abrité une nidification au moins de cigognes noires, quasi tous. Donc voilà. La cigogne noire, elle est migratrice comme sa cousine la blanche ou elle est plutôt sédentaire? Alors exactement, les 2 cigognes en fait vont hiverner officiellement au même endroit. Oui. Même si elles peuvent, en fait, la plupart des cigognes françaises vont aller hiverner au Sahel. Donc, c'est-à-dire au sud du Sahara, entre le Sénégal et le Mali, Nigeria, Mauritanie, voilà, tout Burkina, tous ces pays-là. Mais en fait, chez les 2 espèces, mais avec un décalage dans le temps, on constate en fait qu'il y a plus en plus d'oiseaux qui hivernent en Espagne. Oui. Et puis, depuis les années 2000... Donc, ils partent moins loin. Exactement. Et depuis les années 2000, pas besoin d'aller chercher des températures plus fortes en Afrique. C'est ça. En fait, depuis les années 2000, on a de plus en plus d'oiseaux aussi qui hivernent en France. Et ça, le phénomène. Donc ça, c'est des oiseaux qui viennent d'où? Du nord de l'Europe? Pas forcément. Non. Ce sont des oiseaux qui restent en France. C'est ça. Sur la cigogne blanche, on a des oiseaux de chez nous qui hivernent, qui sont sédentaires même, carrément, on peut le dire, qui restent toute l'année même sur leur nid, mais sinon, voilà, qui vont bouger un petit peu et qui peuvent rester. Et en plus, on a des oiseaux, par exemple, d'Europe du Nord, alors ça peut être l'Allemagne, la Belgique, pardon, il faut pas aller chercher aussi loin, mais qui vont venir passer la mauvaise saison chez nous. D'accord. Est-ce qu'il faut y voir une conséquence du réchauffement climatique? Exactement. En fait, c'est directement lié à 2 facteurs. Le facteur réchauffement climatique qui, en fait, permet d'avoir des hivers plutôt doux, donc on n'a pas le problème de pouvoir de pas trouver la nourriture nécessaire. Et puis on a un deuxième phénomène qui est marquant et notamment qui met directement, en fait l'hivernage a commencé aussi en lien un peu avec ça, c'est les développements des populations d'écrevisses américaines qui sont des sources de... Donc ce sont des espèces invasives quand même, il faut le préciser. Voilà, des espèces introduites invasives, mais les seuls prédateurs de cette espèce qui fait beaucoup de dégâts sur les populations de batraciens et autres, ce sont les cigognes, les hérons, les spatules, et c'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir de l'hivernage. En France, juste une petite précision, et puis en Espagne c'est pareil, pour la cigogne blanche, l'hivernage a avant tout commencé sur les décharges. Donc et les centres d'enfouissement. Donc ça fait moins rêver tout de suite. Ça fait moins rêver, mais en fait les oiseaux se sont habitués et combiné au réchauffement climatique, en fait maintenant et à la présence d'écrevisses et de nourriture, en fait les décharges maintenant ça reste. Alors en France, ils ont le gîte et le couvert. Minime, quoi. Voilà. On va donner la parole à une auditrice. C'est Claudine qui est avec nous. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Merci. Bonjour à vous et à votre invité. Merci beaucoup Claudine. Vous avez entendu tout ce que vient de nous expliquer Nicolas Gendre sur les cigognes. Vous habitez où vous Claudine? Est-ce que vous êtes dans une... Non, j'habite dans l'ouest, moi j'habite dans les Deux-Sèvres. D'accord. Et je faisais pas mal d'animations de magasins dans toute la région et... j'avais été très étonnée il y a 10-15 ans de trouver des cigognes tout le long de la route qui mène à l'île d'Oléron. Exactement. J'avais trouvé ça curieux parce que les cigognes,
Nous, on n'en voit pas. Hein. Enfin, on en voyait très peu, hein, jamais pratiquement. Et dans l'esprit des gens de la région, les cigognes, c'est plutôt en Alsace, quoi, hein, enfin à l'est. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé ça curieux parce que bon, tous les nids sont mis en haut des poteaux électriques de haute tension, donc tout le long de la route. Donc voilà, je sais pas qui a eu l'idée en fait de les installer là, mais bon, elles viennent régulièrement en tout cas. Eh ben Nicolas Gendre va nous expliquer tout ça. Oui, alors déjà une petite info, comme vous êtes des Deux-Sèvres, il y a une dizaine de couples en 2021 qui se sont reproduits dans les Deux-Sèvres, notamment dans le secteur, on va dire, Marais Poitevin, voilà, sud-est de limite Charente-Maritime. Donc là, on est sur de la cigogne blanche, hein, Nicolas. C'est bien de la cigogne blanche, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a l'image de la cigogne, c'est l'Alsace. Alors oui, l'Alsace, c'était 2 départements. On est à peu près à 1419 couples exactement en 2021 sur les 2 départements, et dont 860 dans le Bas-Rhin et 559 dans le Haut-Rhin. Mais entre les deux, vous avez un département qui s'appelle la Charente-Maritime, et l'an dernier, on a suivi 669 couples de cigognes en Charente-Maritime. Et même si l'an dernier c'était une très mauvaise année de reproduction, puisqu'on a eu que 867 jeunes, alors c'est pas grand-chose. En fait, normalement la Charente-Maritime est de très loin, quand tout va bien et qu'il n'y a pas de mauvaises conditions météo et de la nourriture, et ben normalement est le département le plus productif de vous de voyez, France. Claudine, vous ne le saviez pas, mais vous êtes dans un département à cigogne qui n'a rien à envier à l'Alsace. Moi, je suis pas en Charente-Maritime. Non, hein, mais bon, c'est vrai, les Deux-Sèvres. Mais oui, vous êtes voisins quand même. Mais ça progresse. Ça progresse grâce en fait aux oiseaux de Charente-Maritime et de Vendée qui colonisent petit à petit le sud-ouest des Deux-Sèvres. Et juste pour répondre par rapport aux lignes électriques, oui, c'est la fameuse ligne RTE qui s'appelle la Z Arnoux. Alors ça, voilà son petit nom, qui est une ligne 90 000 volts et sur lequel les cigognes se sont installées naturellement, toutes seules, je précise bien. Mais par contre, en fait, on a développé au niveau de la LPO des partenariats très importants avec Enedis et RTE pour éviter tout ce qu'on appelle les micro-coupures, etc. Et aussi pour protéger les cigognes. Et alors, le but, c'est de ne pas installer des plateformes pour favoriser la cigogne, mais on gère la problématique cigogne. Puisque avec le nid ou les fientes, ça peut provoquer ces micro-coupures. Et donc, on sécurise chaque année les nouveaux nids sur l'ensemble du réseau RTE, et c'est pour ça que les nids, en fait, au lieu d'être sur les bras, ils sont en haut des pylônes quand on va sur l'île de Léron, là, entre Saint-Aignan et Marennes. Quand vous dites que vous sécurisez, c'est-à-dire vous déplacez le nid sur un endroit pas gênant, c'est ça l'idée? Exactement, parce qu'en fait, les cigognes ont tendance à nicher au-dessus de ce qu'on appelle la chaîne d'isolateur, c'est-à-dire du câble électrique, et ça provoque ces micro-coupures. Et en plus, ça peut être dangereux pour les oiseaux. Et à la place du nid, on va mettre ce qu'on appelle un anémomètre ou une girouette, et le nid, en fait, on va le prendre et on va installer une plateforme artificielle qui est dans un endroit non gênant sur le pylône RTE et on va remettre les branches dedans. Et l'année suivante, comme la cigogne est plus fidèle à son nid qu'à son partenaire, et en fait la cigogne va revenir l'année suivante à l'endroit où on le souhaite. Alors ça marche pas à tous les coups, mais en Charente-Maritime on est plutôt dans les bons coups, donc on est plutôt autour de 90% de réussite, et ça c'est quand même super. Oui, puis je trouve que c'est quand même aussi un bel exemple de préservation d'une espèce. On respecte l'espèce et en même temps on respecte les humains qui ont besoin d'un certain nombre d'installations pour vivre. Donc voilà, tout le monde vit un peu en relative harmonie, on va dire ça comme ça. C'est exactement ça, et en fait on est pilote en Charente-Maritime puisque j'ai tout développé avec nos entreprises partenaires, et ça va même plus loin parce qu'en fait on travaille maintenant aussi avec SNCF Réseau ou Vinci parce qu'eux aussi ils ont des problématiques cigognes. Donc voilà, et en fait l'expérience qu'on a acquis en Charente-Maritime, en fait on l'exporte un peu partout et même au niveau européen. Eh bien, merci infiniment d'abord à Claudine, notre auditrice qui nous appelait des Deux-Sèvres. Excusez-moi pour ce raccourci géographique entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Et merci à vous, Nicolas Gendre, d'être venu nous parler ce matin des cigognes.
Eh bien, à votre disposition. Allez, passez un très bon week-end. Tout de suite, c'est l'heure de notre question veto. Sud Radio Vos Animaux. Question veto. Et c'est Corinne qui est avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour. Corinne, j'écoute votre question. Alors ma question, elle tombe très bien parce qu'en fait, il y a 3 jours, ma chienne Maïdi, qui est une malinois croisée, Oui. Qui a 7 ans, à peu D'accord. près 7 ans, puisqu'on ne sait pas approximativement son âge. Donc le matin, je me lève et en fait, elle boite. Elle a fait une boiterie subite, quoi. D'accord. Donc je sais pas, ce qu'elle n'a pas eu de... Il n'y a pas eu de Il n'y balade. a pas eu de traumatisme folle dingue, particulier, voilà. en tout cas pas que vous ne sachiez. Voilà, il n'y a eu aucun D'accord. traumatisme. C'est une patte avant ou une patte arrière? Oui, c'est le patte avant gauche. D'accord, une patte antérieure. Voilà, la patte avant gauche, ouais. Et il se trouve que j'avais une autre chienne avant, qui avait 10 ans et qui m'a fait ça aussi. Un jour, comme ça, elle a fait une boiterie subite. Oui. Et du coup, je m'y suis intéressée. Voilà, je l'ai amenée chez. Alors c'est un peu un témoignage plutôt qu'une question. Je vous en prie. Mais, parce qu'il faut vraiment observer son chien et croire en son chien et croire en son avis pour son chien, parce que en fait j'ai fait 4 cabinets vétérinaires. Oui. Et ces 4 cabinets vétérinaires m'ont diagnostiqué pour la plupart de l'arthrose parce que c'était un vieux chien. Oui, c'est ça. Ils en ont tous de toute façon, les vieux chiens. Voilà, ils m'ont tous. Mais bon, moi j'avais, je sais pas pourquoi, je ressentais que quelque chose n'allait pas. Et qu'il y avait autre chose. Et alors, c'était quoi le problème? Vous avez trouvé? Oui, je l'ai emmené donc à la clinique vétérinaire de Toulouse, où ils ont passé toute la journée à faire vraiment des examens. Voilà, et il s'est avéré que elle avait un cancer des os généralisé. Et 2 mois plus tard, j'ai été obligée de mettre fin à ces atroces souffrances. Voilà. Donc, écoutez, pour mon chien aujourd'hui, je pense que c'est pas le cas parce que elle ne boite plus là depuis 3 jours, elle ne boite plus. Oui, heureusement que toutes les boiteries ne sont pas liées à un cancer des os, quand même. Il faut quand même rassurer et vous, Corinne, et nos autres auditeurs. Mais vous avez raison, il faut être à l'écoute de son animal et quand on le connaît bien, parfois on perçoit des choses imperceptibles par ailleurs. Donc voilà, c'est à la fois je comprends le processus vétérinaire qui a été mis en place sur votre premier chien. Bien sûr. Et en même temps, vous avez raison, il faut écouter son animal et il faut être capable de percevoir ces choses-là. Pour votre malinois, mais écoutez, je pense qu'il faut soit les choses rentrent dans l'ordre très rapidement et il y avait eu un petit traumatisme qui s'est guéri facilement. Pardon, excusez-moi. Soit les choses ne rentrent pas dans l'ordre et il faudra aussi faire des examens. Mais bon, ce ne sera pas certainement 2 fois un problème de cancer des os, rassurez-vous. Je le souhaite pour elle. Voilà, merci de votre appel en tout cas, Corinne. Passez une très bonne journée. Allez, on marque à nouveau une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et dans C'est votre histoire, ce matin sur Sud Radio, nous avons choisi de donner la parole à une éleveuse d'alpaga et qui est présidente de l'association française Lama Alpaga. Bonjour Patricia Descours. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est un plaisir parce qu'on est vraiment, je suis vraiment très contente de parler des lamas et des alpagas. Ce sont des animaux qu'on ne connaît pas forcément très bien et pourtant, ils méritent d'être connus. Ils ont plein de qualités. Alors, on va commencer par le b.a.-ba. Déjà, pouvez-vous nous expliquer la différence entre les lamas et les alpagas? Oui, bien sûr. Lama et leurs points communs. Lama et alpaga sont tous les 2 des petits camélidés qui descendent respectivement le lama du guanaco et l'alpaga de la vigogne, le lama et l'alpaga sont des animaux domestiques, la vigogne et le guanaco sont des animaux sauvages. Le lama et l'alpaga se ressemblent un petit peu physiquement, mais on va dire que l'alpaga, c'est le petit avec la tête ronde et qui produit une fibre d'exception, et le lama, c'est le grand costaud qui va porter gentiment votre pactage lorsque vous serez en randonnée sur nos beaux chemins.
Alors, pour avoir déjà eu l'occasion d'en côtoyer, je trouve ces animaux absolument fascinants et extrêmement attendrissants, même si bien sûr ils ont forcément leur propre tempérament. Est-ce qu'on peut les considérer comme des animaux de compagnie ? C'est possible de les considérer comme des animaux de compagnie dans le sens où effectivement ils vont vivre avec l'homme, hein, mais il ne faut pas les considérer comme des peluches. Je crois qu'il faut vraiment faire une distinction. Un animal de compagnie, on l'aime, on vit avec lui, mais on le respecte et on respecte surtout sa façon de vivre et ses besoins. Élever un alpaga dans une maison, comme on le voit sur certains réseaux sociaux avec des petites vidéos très attendrissantes, je le reconnais, mais c'est pas bien pour ces animaux. Bien sûr. Quels sont leurs besoins justement ? Si on veut faire l'acquisition d'un lama ou d'un alpaga, qu'est-ce qu'on doit être en mesure de leur offrir ? D'autres compagnons, déjà. Ça, c'est le B.A.B.A. Ce sont des animaux Ce ne sont pas grégaires. Des solitaires. Voilà, ce sont des animaux grégaires qui ont besoin de vivre en groupe. Et il faut respecter, ça c'est vraiment indispensable, cette première condition. Ensuite, il faut du terrain. On ne va pas les mettre dans un jardin. Ce ne sont pas des peluches, encore une fois. Et puis, quelle surface faut-il ? Alors, tout dépend bien entendu si vous vous trouvez en Normandie avec une belle herbe bien grasse, vous aurez besoin de moins de surface que quelqu'un qui va se trouver dans une zone aride. Et on va dire que sur 1 hectare, sans aucun problème, vous aurez 4 lamas. D'accord. Et même chose pour les alpagas, à peu près. Voilà, à peu près. Et alors, en termes de... Alors, on a bien compris qu'il leur fallait de l'espace, qu'il leur fallait une autre compagnie animale. La compagnie humaine ne suffit pas. Y a-t-il d'autres choses à avoir en tête avant de craquer pour ces animaux ? Alors, justement, revenir sur le fait de dire une autre compagnie animale, nous déconseillons fortement de mettre d'autres animaux avec eux. Il faut des animaux de la même espèce. Vous pourrez mettre des lamas avec des alpagas, ça va encore aller, mais mettre par exemple un alpaga avec un cheval, ça c'est pas le bon plan. Ils n'ont pas les mêmes codes. D'accord. C'est comme si ils se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Ils ont d'autres signaux corporels qui font qu'ils se mettent en danger. D'accord. Ah oui, c'est important de le savoir quand même, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, j'ai un cheval à la maison, je vais prendre un lama ou un alpaga, ils vont se tenir compagnie. Non, c'est pas de la bonne compagnie en fait pour eux. C'est pas forcément le bon plan. Bien sûr, vous trouverez toujours des gens qui vous diront, mais oui, mais chez moi ça marche. Vous savez, c'est comme dans la grammaire française, il y a toujours des exceptions. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Patricia, les différences de tempérament entre les lamas et les alpagas, et puis aussi peut-être le profil un peu type de chacune de ces deux espèces, même si bien sûr on le sait, chaque individu aura son propre tempérament. Tout à fait, Natacha. Alors, je dirais d'abord, pour commencer par le lama, il faut quand même prendre en considération que c'est un animal qui a travaillé pour l'homme pendant des millénaires. Il a travaillé en portant pour l'homme, il a travaillé en donnant sa laine, il a travaillé jusqu'au bout en donnant aussi sa viande, dans les Andes, en Amérique du Sud. L'alpaga, lui, il a, de fait de sa petite taille, de fait de sa petite ossature, il n'a pas travaillé dans ce sens-là, il a juste, entre guillemets, donné sa laine, sa viande aux populations. Donc, il a peut-être moins de docilité que ne l'a un lama. Mais on se rend compte que, élevé dans des conditions plus proches de l'homme que ce passé, on arrive à avoir des alpagas tout aussi proches de l'homme, avec une utilisation de l'alpaga dans d'autres domaines. On utilise à l'heure actuelle l'alpaga beaucoup en médiation animale. Je pense que c'est un domaine qui se développe énormément parce que la bouille ronde et ses grands yeux, ça fait craquer et ça va très vite faire un lien avec les bénéficiaires de médiation animale et ils vont peut-être être un peu moins impressionnants que le lama avec son air un petit peu hautain. C'est vrai. Alors on ne peut pas parler de lama et d'alpaga sans parler de leur crachat. Je pense que vous en avez marre quand vous pose cette question, mais j'aimerais quand même que vous nous expliquiez dans quel cas de figure ces animaux crachent, parce qu'ils ne crachent pas tout le temps, et même peut-être pas très souvent finalement. Alors, le crachat, c'est
un des moyens d'expression du lama ou de l'alpaga. C'est un moyen d'expression qu'il réserve normalement à ses congénères. Alors, imaginez, Natacha, que vous êtes un lama et que Patricia, donc moi-même, je sois aussi un lama. Bien entendu, votre foin devant vous est forcément plus appétissant que le mien, c'est évident. Donc, je vais me tourner vers vous et je vais vous faire comprendre très bien que finalement, moi, j'aimerais bien manger votre foin. Mais vous êtes une grande lama très impressionnante qui ne va pas se laisser embêter par la petite lama Patricia. Vous allez me pousser, vous allez mettre les oreilles bien en arrière, vous allez monter le cou et vous allez cracher pour dire stop. Voilà. Mais c'est un peu en dernier recours, ça, quand même. C'est si on ne trouve pas de solution plus aimable. Hein. Non. Vous savez, quand il s'agit de la nourriture, on plaisante pas. D'accord. Et avec les humains, alors, ils font la même chose ou pas ? Alors, non. Si un lama vient directement vers vous et vous crache dessus, là, il faut se dire, ah, pauvre bête, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui. D'accord. Ça peut être un lama imprégné, peut être un lama qui a eu des très mauvaises expériences. Mais un lama, c'est très bien qu'un humain n'est pas un lama et ne se comporte pas avec un humain comme il se comporterait avec ses congénères. Eh bien, c'est bien de rétablir la vérité sur ce crachat des lamas et des alpagas. J'aimerais, pour terminer, que vous nous expliquiez, de manière assez rapide, malheureusement, que vous nous donniez quelques conseils pour ceux qui nous écoutent ce matin sur l'antenne de Sud Radio et qui souhaiteraient acquérir un lama ou un alpaga. Comment on s'y prend? Vers qui on se tourne? Alors la première chose, c'est qu'on se tourne vers des associations qui mettent en place de la formation. Il vaut mieux apprendre avant que l'animal arrive chez vous plutôt qu'après avec les premiers problèmes. Ça, c'est sûr. Ensuite, voilà, donc on acquérait une bonne formation dans une salle bien formée et après on peut aller voir des éleveurs, on peut aller voir différents endroits où sont proposés des lamas et des alpagas. On respecte la législation française, on prend des animaux qui sont enregistrés et pucés. Ça, c'est très important aussi. Et on prend un animal en bonne santé. On ne craque pas, malheureusement. Je dis bien, on ne doit pas craquer en disant « pauvre animal, il est malheureux ici ou là ». C'est jamais bien de commencer avec un animal pour des raisons aussi sentimentales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les sauver, mais je ne pense pas que ce soit le bon chemin pour commencer dans le monde des petits camélidés. Eh bien, merci infiniment, Patricia Descours, d'être venue nous présenter ces animaux qui méritent vraiment d'être peut-être davantage connus. Pas trop non plus, parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans des excès. Mais en tout cas, voilà, ils sont absolument fascinants à découvrir. Merci à vous. C'est la fin de vos animaux. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.